Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, cela fait précisément 3 mois et 24 jours que nous ne nous sommes pas exprimés publiquement dans cet hémicycle. Si la vie politique a battu son plein cet été, surtout sur les plateaux de télévision, c'est l'action politique qui, en revanche, en a le plus souffert. Je ne cherche pas ici à pointer un ou des responsables, soyons lucides. De cet échec, nous sommes un peu tous comptables. Faute de culture du compromis politique, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord pour aboutir à un pacte de gouvernement le plus large qui soit. Pendant cette période, les problèmes du pays, eux, n'ont pas été mis entre parenthèses. Les Français, qui se sont massivement déplacés aux urnes lors des dernières élections législatives, attendent des réponses, des résultats, de l'efficacité sur des sujets urgents, leur pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, l'éducation, la transition écologique, pour ne citer que cela. Il est urgent d'en finir avec le sentiment trop répandu d'impuissance publique. Il est difficile d'avoir une lecture claire des résultats des dernières élections législatives, puisque, contrairement à ce que j'entends ici ou là, personne ne les a gagnés. Pour autant, s'il y a une certitude, c'est bien celle-ci. Par leur suffrage, les Français ont choisi de confier la stabilité politique et institutionnelle de ce pays aux parlementaires. Il en résulte que la place de l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi importante depuis le commencement de la Ve République. Il en va donc de notre responsabilité collective de ne pas tomber dans les affres de la IVe République. Depuis juillet dernier, et je dirais même depuis juin 2022, par les voix d'Édouard Philippe et du groupe que je préside, nous avons fait preuve de constance en appelant systématiquement au rassemblement. Au soir du second tour des élections, prenant acte de la nouvelle composition de l'Assemblée, nous appelions de nouveau à un rassemblement le plus large possible, allant de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate. Cet appel à la responsabilité et à l'apaisement d'un pays fracturé est, de mon point de vue, malheureusement resté lettre morte. Je le regrette vivement. Monsieur le Premier ministre, de la constance découle la cohérence et la clarté. Et nous n'avons pas changé d'avis sur les réponses que nous souhaitons apporter aux préoccupations exprimées par les Françaises et les Français. Nous sommes ici toujours convaincus que le travail doit permettre l'élévation du niveau de vie. En janvier dernier, j'évoquais devant votre prédécesseur l'inquiétante érosion de la société du travail et du fait que travailler sérieusement ne permet plus à la plupart des gens d'élever leurs conditions. J'en veux pour preuve la crise de l'accession à la propriété immobilière. Pénalisée ces dernières années par la forte croissance des prix et plus récemment par la remontée brutale des taux d'intérêt, l'accession à la propriété ressemble plus à un espoir lointain qu'à un projet concret pour de nombreux Français, de quoi nourrir un redoutable sentiment de stagnation sociale. Derrière, c'est toute la confiance dans notre société du travail qui s'en trouve ébranlée. De telles situations génèrent un sentiment d'absence de considération auquel nous devons tous remédier. Parce qu'une démocratie a besoin d'ordre et d'autorité, nous prônons aussi un État fort qui maîtrise ses flux migratoires et rend la justice avec fermeté et efficacité. Face aux menaces qui planent sur lui, de l'entrisme religieux à l'antisémitisme, nous serons intransigeants sur la défense des valeurs de la République. La République française doit rester indivisible, laïque, démocratique et sociale. À ce titre, je souhaite mettre en avant la crise qui frappe la Nouvelle-Calédonie. Toujours en cours pour nos concitoyens du Caillou, malgré sa relative disparition des gros titres de la presse. Vous le savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Horizon et c'est aussi une crise de sécurité intérieure. Je me réjouis, Monsieur le Premier ministre, que vous vous saisissez pleinement de cette question capitale, tout comme il faudra s'occuper du reste de nos départements et territoires d'outre-mer. Je pense aux Antilles et aussi à Mayotte, qui a depuis trop longtemps subi une crise sans précédent. Pour notre justice, pour qu'elle soit forte et armée, nous le savons, des travaux ont déjà été réalisés et ils n'attendent qu'à être proposés à cette Assemblée. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de rappeler que la lutte contre les trafics, contre le crime organisé, doivent aujourd'hui être pris à bras-le-corps par l'action gouvernementale. Je parle de l'aménagement du statut de repenti. Je parle de doter la justice de moyens supplémentaires pour lutter contre ces crimes organisés qui ne cessent de gangréner nos quartiers et qui, parfois, dans certains pays voisins, mettent en péril le fait démocratique. Parce que notre pays ne pourra pas affronter les défis à venir sans rebâtir un système de santé fiable et fonctionnel. Nous faisons de l'accès aux soins pour tous une priorité.
C'est une conviction partagée par l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Par une proposition de loi, nous avons tenté d'apporter une réponse réaliste en confiant aux acteurs locaux l'organisation de l'offre de soins. C'est la première marche d'un grand escalier. Le nouveau gouvernement devra poursuivre ce travail, de la même façon qu'il devra se pencher sur la question des déficits récurrents dans les EHPAD, source d'inquiétude pour nos aînés et pour leurs familles. Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment annoncé votre souhait de faire de la santé mentale une grande cause nationale. Je veux vous dire que c'est une cause que mon groupe soutient pleinement. Au cours de mes travaux, notamment sur la loi visant à instaurer une majorité numérique pour accéder aux réseaux sociaux, j'ai naturellement cherché à faire un état de la recherche sur l'usage excessif des réseaux sociaux à un jeune âge. J'ai été saisi par l'ampleur de ce problème, bien plus grave que ce que l'on imagine chez les préadolescents, voire chez nos écoliers. Plus largement, je le pense, moraliser la vie numérique de notre pays sera aussi un sujet primordial. Certes, en connexion avec les politiques européennes qui ont été décidées il y a peu, mais de mon point de vue et du point de vue de beaucoup, il faudra aller plus loin. Parce que l'école, justement, est au cœur de la promesse républicaine, nous devons lui redonner sa juste place. Elle doit préparer au mieux les citoyens de demain en garantissant la progression de chacun et l'excellence du plus grand nombre. L'école, lieu d'apprentissage des règles républicaines, doit cesser d'être une machine de reproduction sociale, en privilégiant la liberté et la responsabilité des établissements scolaires. Cette politique scolaire doit enfin s'appliquer de façon homogène sur tout notre territoire, pour tous les enfants, qu'ils grandissent en milieu rural ou en milieu urbain. Je veux dire à ces enfants que les opportunités ne sont pas réservées aux seuls habitants des grandes métropoles. À leurs parents, affirmer notre volonté systématique de lutter contre le sentiment de relégation et d'exclusion géographique. C'est ainsi que nous mettrons à mal la thèse selon laquelle il y aurait cette France périphérique, dénigrée des responsables politiques et snobée par le pouvoir central parisien. Le groupe Horizon et Indépendants, dans la composition, témoigne d'une diversité des parcours et de l'implantation géographique, ne peut consentir à une telle vision binaire de notre système scolaire et de notre système tout court. Je suis convaincu que des majorités existent dans cet hémicycle, au cas par cas, sur les grands chantiers que je viens de citer. Je le dis avec solennité, il y a urgence à agir. Le blocage du pays, rythmé par des esclandres et invectives quotidiennes, est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Agir dans l'intérêt général, donc avec pragmatisme et sans ambition démesurée, compte tenu des rapports de force politiques inédits sur ces bancs, sans quoi nous exposons le pays et les Français, de notre point de vue, à de grands dangers. Le premier danger qui nous guette, c'est bien entendu l'examen imminent des budgets de l'État et de la sécurité sociale par les deux chambres parlementaires. Ces textes ne sont pas optionnels. Ils doivent être votés dans les délais imposés par notre Constitution. Vous venez de le dire, Monsieur le Premier ministre, notre marge de manœuvre est réduite. Le risque est à terme de ne plus avoir les mains libres sur notre destin financier. Un budget 2025 plus dépensier qu'auparavant, où l'absence de budget adopté amputerait notre crédibilité à l'international, ce qui entraînerait inexorablement une hausse des taux d'intérêt de notre dette. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, nul besoin de les rappeler, et il serait illusoire de penser que la réalité ne finira pas un jour par nous rattraper. Si ce n'est pas vous et moi, mes chers collègues, elle rattrapera nos enfants et nos petits-enfants. Du reste, pour des raisons encore inexpliquées à ce jour, notre déficit public annoncé est pour la seconde fois significativement supérieur aux prévisions de Bercy. Comprenons que ce décalage proviendrait de recettes fiscales moindres. Comment, Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous justifier ce décalage ? La vague paraît si haute que nous pourrions être tentés par l'inaction, le déni ou une certaine forme de fatalisme. Mais ne rien faire, c'est s'assurer de faire chavirer le paquebot France. Le groupe Horizon Indépendant croit que quelques principes simples doivent nous guider pour éviter cela. Le débat sur les hausses d'impôts ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de la réduction de la dépense publique. Diminuer le train de vie de l'État, faire aussi bien, sinon mieux, avec moins. C'est possible si on prend le temps d'évaluer l'efficacité de chaque euro d'argent public investi. N'ayons pas peur de cultiver la notion de performance de nos politiques publiques. Il ne faut pas hésiter à se retourner de temps en temps pour évaluer ou réévaluer tel ou tel dispositif. S'il n'a pas marché, on le supprime, on rationalise. De la même façon, chaque nouvelle dépense devra être financée. La lutte contre les fraudes, qu'elles soient fiscales ou sociales, nous paraît être un axe prioritaire de ce gouvernement et je me félicite que vous l'ayez évoqué. Nous sommes depuis peu enfin capables d'évaluer le coût de la fraude sociale. À elle seule, elle représente à peu près 13 milliards d'euros par an, dont quelques centaines de millions seulement sont récupérés. C'est une confiscation insupportable des fruits du travail des Français. Nous ne pouvons pas céder encore à ce vieux réflexe d'augmenter les impôts de façon indifférenciée.
alors que nous sommes déjà les champions des taux de prélèvement obligatoires dans l'Union européenne. Les classes moyennes, trop riches pour percevoir les bénéfices de notre système de redistribution et trop pauvres pour ne pas regarder leurs dépenses, n'ont pas apporté la majorité de cet effort fiscal. Pour les entreprises, rappelons que la stabilité fiscale a été un élément majeur pour attirer des investissements, notamment industriels, vers notre pays depuis 2017. Plus généralement, nous considérons qu'il ne faut pas rentrer dans une course à défaire ce qui a été fait et qui a fonctionné en matière économique. Préserver ces précieux acquis n'empêche pas quelques ajustements conjoncturels tant qu'ils se font dans le respect de l'esprit de la politique fiscale qui a été menée jusqu'à présent. L'essentiel est que chacun contribue à sa juste part et puisse vivre de son travail sans tomber dans l'asphyxie fiscale. Monsieur le Premier ministre, notre groupe souhaite par ailleurs attirer votre attention sur le respect d'un certain nombre de trajectoires financières votées sous la précédente mandature. Dans un monde en proie au retour de conflits plus longs et plus intenses, notamment en Ukraine et au Proche-Orient, la loi de programmation militaire est un rempart pour la protection des intérêts de la France. C'est un signal envoyé à ceux qui privilégient le rapport de force. Nous leur montrons que nous avons conscience de la réémergence de ces dangers et que nous préparons à un maximum d'éventualités notre pays. Sur le plan de la sécurité intérieure, les lois d'orientation et de programmation des ministères de l'Intérieur et de la Justice répondent à une urgence d'augmentation de moyens humains et matériels. De tels moyens supplémentaires permettent de renforcer l'accès à ces services publics sur l'ensemble du territoire. Il ne faudrait pas y revenir. Les retraites, enfin. Nous pouvons bien sûr réaliser des ajustements de la réforme de 2023, par exemple en faveur de certaines catégories de métiers particulièrement pénibles. Nous sommes prêts à en discuter. Mais nous ne souhaitons pas en revanche porter atteinte à sa philosophie générale qui améliore la robustesse de notre système de retraite par répartition. Là encore, ce n'est pas à nos enfants de porter le poids de cette dette. Nous le pensons. La réduction de nos déficits est un combat sur le temps long, difficile, car le péril parfois semble si distant qu'il finit par paraître invisible. Lointain mais réel. C'est le même défi que nous devons relever avec la transition écologique, Monsieur le Premier ministre. Je pense que vous avez raison lorsque vous associez dette publique et dette écologique. Pragmatique, fondée sur les notions de progrès, de sobriété, de durabilité, de bon sens, la transition écologique doit irriguer l'ensemble de nos politiques publiques tout en veillant à ne pas prendre nos concitoyens dans l'étau. Je pense notamment à la récente crise agricole, qui a été une parfaite illustration du mal que représente l'excès de normes, qui sont parfois des injonctions contradictoires pour une profession qui souffre tellement. Écologie et agriculture n'ont pourtant pas à être antinomiques. Nous prônons, vous le savez, le développement soutenu d'énergie nucléaire, technologie maîtrisée, décarbonée et bon marché. La décarbonation est aussi un enjeu budgétaire. Plus on baissera le niveau d'émissions de CO2, plus on préviendra les risques, moins l'État devra intervenir pour régler la facture des catastrophes environnementales. J'y attache, vous le savez, une importance d'autant plus grande que, comme chacun le sait, je suis élu d'une île qui est particulièrement fière de sa biodiversité et de ses paysages. Je souhaite, par ailleurs, vous remercier d'avoir mentionné la région dont je suis issu dans votre discours de politique générale. Et vous avez rappelé les deux enjeux. Il y a un enjeu institutionnel, des discussions qui doivent se poursuivre. Je me réjouis que mon amie Catherine Vautrin soit notre partenaire dans le cadre de ces discussions, mais il y a également un enjeu économique et social propre aux îles, fût-elle proche, comme l'île de Corse, que je représente ici. Si je devais résumer notre position, Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux de participer à ce gouvernement. Je salue mon collègue Paul Christophe, comme je salue Charlotte Parmentier-Lecocq et Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Nous devons vous soutenir. Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour soutenir les mesures concrètes qui vont dans le bon sens. Celui qui contribue à faire de la France un pays plus fort, un pays plus juste, un pays plus prospère. Vous nous trouverez également au rendez-vous pour accepter les mesures qui ne tournent pas viscéralement le dos à nos convictions. L'art du compromis et du consensus doit, à mon avis, s'investir dans cet hémicycle et dans cette mandature. Enfin, si d'aventure, et cela peut arriver, nous étions en opposition à certaines propositions, ne doutez pas non plus de notre sincérité, mais également de notre modération, pour vous le dire. Il nous semble que ce triptyque est la seule configuration qui va nous permettre de faire face au temps incertain, confus, parfois instable, qui nous guette. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.